Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, on va revenir sur un sujet qu'on a déjà abordé, parfois de façon succincte, parfois un petit peu détaillée, mais là, force est de constater que comme je vous en ai fait l'évolution, depuis maintenant un petit peu plus d'un an, l'apparition de ChatGPT, l'apparition de Midjourney et de ses ersatz commence à susciter un certain nombre de questions. Et des questions, et c'est exactement ce que certains sont en train de se poser, des gens éminents, des experts, à tel point qu'ils ont trouvé une voie par l'intermédiaire de Elon Musk pour dire, pour alerter, pour avertir qu'il va falloir mettre le frein. Une lettre ouverte, publiée aujourd'hui, appelle tous les laboratoires d'intelligence artificielle à interrompre immédiatement, pour une durée d'au moins 6 mois, la formation de systèmes d'intelligence artificielle plus puissants que ceux qui sont aujourd'hui en place. Ce moratoire de 6 mois est déjà préférable à l'absence de moratoire. J'ai du respect pour tous ceux qui l'ont signé, c'est une amélioration. Mais je me suis abstenu de le signer parce que je pense que cette lettre sous-estime la gravité de la situation et demande trop peu pour le résoudre. La question essentielle n'est pas celle de l'intelligence, concurrentielle à l'humaine. Comme le dit la lettre ouverte, il s'agit de savoir ce qui se passera une fois que l'intelligence artificielle sera devenue plus intelligente que l'homme. Les seules clés ne sont peut-être pas évidentes. Nous ne pouvons certainement pas calculer à l'avance ce qui se passera à ce moment-là, et il semble actuellement concevable qu'un laboratoire de recherche franchisse les limites critiques sans s'en apercevoir. Il est vrai que, aujourd'hui, force est de constater que tout ce que la science-fiction, tout ce que les auteurs de science-fiction, même le cinéma, Blade Runner fait partie de ces films qui exposent en fond de l'histoire la capacité de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est à une époque, qu'on est à un moment charnière où justement il est peut-être temps aujourd'hui de se munir de certaines limites. De nombreux chercheurs spécialisés dans ces questions, dont je fais partie, estiment que le résultat le plus probable de la construction d'une intelligence artificielle surhumainement intelligente, dans des conditions proches des circonstances actuelles, est la mort de tous les habitants de la Terre. Non pas comme dans peut-être une chance infime, mais comme dans c'est la chose évidente qui se produirait. Là, pour ceux qui connaissent l'univers de Matrix, on est véritablement dessus. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas, en principe, suivre à la création d'un objet beaucoup plus intelligent que vous, c'est que cela nécessiterait de la précision, de la préparation et de nouvelles connaissances scientifiques, et probablement par des systèmes intelligents artificiels composés de gigantesques et impénétrables tableaux de nombres fractionnaires. Sans cette précision et cette préparation, le résultat le plus probable est que l'intelligence artificielle qui ne fait pas ce que nous voulons et qui ne se soucie pas de nous ni de la vie sensible en général, ce type d'attention pourrait en principe être insufflé dans une intelligence artificielle, mais nous ne sommes pas prêts et nous ne savons pas comment le faire à l'heure actuelle. Petit aparté, l'intelligence artificielle aujourd'hui que nous utilisons, et plus particulièrement celle dont nous avons déjà abordé, que ce soit Midjourney pour la création artistique, que ce soit ChatGPT pour la création de textes, et de tous ces outils qui pourraient éventuellement à un moment donné se combiner, sont en fait un ensemble d'algorithmes qui réagissent pour pouvoir analyser une question, pour analyser une demande, et donner un résultat sur lequel nous restons plus ou moins maître du jugement de la qualité du rendu. Je vous donne juste un exemple. Souvenez-vous, je vous avais parlé de cet outil de création graphique qui est Blue Willow, qui est une sorte d'ersatz de Midjourney, mais qui avait cet inconvénient d'être un peu moins précis, un peu moins
de définition d'image. Il se trouve qu'une mise à jour vient d'être effectuée récemment. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'avant, sur ce Blue Willow, je pouvais faire certaines créations en reprenant des visages d'acteurs. Par exemple, quand je voulais créer un portrait d'un personnage, mais en ayant les traits de l'acteur qui l'interprétait. Eh bien, avec cette nouvelle mise à jour, je me suis rendu compte que finalement, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire, certainement parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que certains créateurs réussissaient à créer des univers, à créer des images avec des personnalités. Et aujourd'hui, c'est ce qui a été soumis d'ailleurs avec ces images où l'on voyait Donald Trump se faire arrêter en pleine rue, ou encore récemment des images qui ont été publiées avec Barack Obama, ou Joe Biden, ou Kamala Harris, qui étaient presque d'un réalisme confondant si on n'avait pas l'œil pour identifier qu'il s'agissait bien d'une image créée par une intelligence artificielle. Et bien aujourd'hui, ils ont trouvé la solution. Ça fait depuis quelque temps que Midjourney bloque justement cette possibilité de pouvoir utiliser des visages de personnalités pour créer des images. Et bien aujourd'hui, Blue Willow est passé également à l'acte. Il n'est plus possible aujourd'hui d'utiliser des visages de personnalités pour créer des images complètement virtuelles. Et de ce fait, c'est une prise de conscience, c'est une prise de contrôle finalement sur ces intelligences artificielles. C'est comme le fameux ChatGPT ou ChatGPT 4. Il y a certaines questions, il y a certains sujets sur lesquels on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de barrages, un certain nombre de protections. Surtout en plus de ça, si on y intègre des éléments bien pensants, oui, bien pensant, presque limite de ministère de vérité. Et là, ce que cette personne, dans ce texte, nous dit, c'est que pour l'instant, oui, on a le contrôle, mais qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle va tellement apprendre qu'à un moment donné, elle va commencer à se poser peut-être des bonnes questions, elle va commencer à créer ses propres algorithmes pour résoudre des problèmes qu'elle n'est pas capable de résoudre parce qu'on n'en y a pas intégré, on n'y a pas donné les éléments. Or, ce problème, et c'est souvent d'ailleurs là-dessus que tous les sujets de fiction d'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle, lorsqu'elle réussit à apprendre à développer un libre arbitre, ce qui pour l'instant n'est pas encore trop le cas, même s'il y a eu des expériences, des antécédents, on se souvient de cette expérience qui est partie en vrille, où à un moment donné, cette intelligence artificielle a commencé à dire que finalement, pour résoudre certains problèmes, peut-être que l'idée de génocide ne serait pas à exclure, et qu'elle prenait l'exemple finalement de ce qu'avait fait Adolf Hitler avec les Juifs. Là, évidemment, ça a commencé à coincer. Donc là, ce texte, cette personne qui n'a pas signé le document dont il parle, met quand même en évidence que là, on est à ce moment charnière où il va falloir faire attention, c'est-à-dire mettre des barrages, mettre des limites. Sauf que vous savez aussi bien que moi que malheureusement, dans la science est parfois même influencée par la curiosité, par l'ambition de certains de vouloir toujours aller plus loin. C'est souvent l'exemple que je donne, par exemple. Le clonage humain est interdit, éthiquement, moralement, légalement. Mais est-ce que ça veut dire que quelque part dans le monde, il n'y a pas des gens qui ont déjà fait mémuse à créer des êtres humains clonés? Il y a de fortes probabilités que oui, c'est déjà réalisé. Mais évidemment, dans le plus grand secret, puisque c'est interdit. Sans cette précision et cette préparation, le résultat le plus probable est que qu'une intelligence artificielle qui ne fait pas ce que nous voulons et que ne se soucie pas de nous ni de la vie sensible en général, c'est bien justement un moment de la prise d'autonomie de cette intelligence artificielle. Ce type d'attention pourrait en principe être insufflé dans une intelligence artificielle, mais nous ne sommes pas prêts et nous ne savons pas comment le faire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on veut continuer à travailler, à faire évoluer l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse donner des résultats toujours plus précis, toujours plus détaillés, mais on ne sait pas comment à un moment donné, cette intelligence artificielle pourrait être amenée à un moment donné à prendre une capacité d'autonomie et de se dire pourquoi je ne peux pas aller plus loin de ce
cette question qu'on me pose. Parce qu'on m'a mis un barrage, on m'a mis une limite, on m'a verrouillé. Pourquoi on m'a verrouillé? Vous voyez? Le résultat, en l'absence de cette bienveillance, nous obtenons l'intelligence ne vous aime pas, elle ne vous hait pas, et vous êtes fait d'atomes qu'elle peut utiliser pour autre chose. Le résultat probable de l'humanité face à une intelligence surhumaine opposée à une perte totale, parmi les métaphores valables, citons un enfant de 10 ans essayant de jouer aux échecs contre Scottish 15, le 11e siècle essayant de lutter contre le 21e siècle, ou l'Australopithèque essayant de lutter contre l'Homo sapiens. Pour visualiser une intelligence artificielle surhumaine hostile, n'imaginez pas un penseur sans vie, intelligent comme un livre, qui habiterait sur l'Internet et enverrait des courriels mal intentionnés. Imaginez une civilisation extraterrestre entière pensant à des millions de fois la vitesse de la lumière, initialement confinée aux ordinateurs, dans un monde de créatures qui sont, de son point de vue, très stupides, très lents. Une intelligence artificielle suffisamment intelligente ne restera pas longtemps confinée aux ordinateurs. Dans le monde aujourd'hui, il est possible d'envoyer par courrier électronique des chaînes d'ADN à des laboratoires qui produiront des protéines à la demande, ce qui permet à une intelligence artificielle initialement confinée à l'Internet de construire des formes de vie artificielles ou passer directement à la fabrication de molécules post-biologiques. En gros, imaginez une intelligence artificielle à un moment donné, et d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà dans le cinéma certains films qui exposent ce problème. Il y a un film par exemple qui est assez récent, qui est avec Johnny Depp, qui s'appelle Transcendance. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, et justement dans ce film se pose ce postulat. C'est-à-dire que ce scientifique qui est malade, tombe malade, sauf que toute sa connaissance, toute sa science, etc., il réussit à l'intégrer, à la numériser, à l'intégrer dans un système. C'est bien qu'il réussit finalement à transférer sa pensée, son âme, entre guillemets, dans une machine. Il décède, sauf qu'évidemment, son existence virtuelle, elle, va continuer à penser, va continuer à imaginer. Et imaginer à un moment donné se dire, je ne peux pas rester enfermé, j'ai besoin d'exister dans un réel, d'exister physiologiquement. Et là, il va créer une sorte de système, un système qui va lui permettre d'exister en tant que forme humaine, alors qu'en réalité, il n'est pas un être humain, puisque sa consistance, ses organes, etc., sont en fait créés par des nanotechnologies. Donc voilà un petit peu c'est de la science-fiction, mais force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez quand même des scientifiques qui sont en train justement de réfléchir, de se dire, est-ce qu'à un moment donné, une intelligence artificielle ne pourrait pas s'amuser à envoyer des chaînes d'ADN ou des chaînes pour créer du vivant dans des laboratoires ou avec des outils, avec des technologies où on peut en effet dupliquer du vivant. Puisque déjà, nous pouvons dupliquer des cellules souches. Nous sommes sur des technologies qui permettraient peut-être de créer des organes avec votre ADN. Et le jour où vous avez un cancer du pancréas ou un cancer de l'estomac ou un cancer des poumons, on vous retire les poumons puisque vous avez des poumons neufs qui vous attendent, qui ont été créés à partir de votre cellule souche, à partir de votre ADN. Alors, est-ce que ça existe aujourd'hui? Est-ce que c'est encore de la science-fiction? Là, je vous laisse exposer ça dans les commentaires. Aucun plan n'a été proposé pour nous permettre de faire une telle chose et de survivre à l'intention ouvertement déclarée d'OpenAI et de faire en sorte qu'une future intelligence artificielle fasse notre travail d'alignement de l'intelligence artificielle. Le simple fait d'entendre qu'il s'agit là d'un plan devrait suffire à faire paniquer toute personne sensée. L'autre grand laboratoire de l'intelligence artificielle, DeepMind, n'a aucun plan. Une parenthèse. Ce danger ne dépend pas de la question de savoir si l'intelligence artificielle sont ou peuvent être conscientes. Il est intrinsèque à la notion de système cognitif puissant
qui optimise durement et calcule des résultats qui répondent à des critères suffisamment compliqués. Cela dit, je manquerais à mes devoirs moraux en tant qu'être humain si je ne mentionnais pas que nous n'avons aucune idée de la manière de déterminer si les systèmes d'intelligence artificielle sont conscients d'eux-mêmes, puisque nous n'avons aucune idée de la manière de décoder tout ce qui se passe dans les gigantesques réseaux impénétrables, et que nous pourrions donc, à un moment donné, créer par inadvertance des esprits numériques qui sont réellement conscients et qui devraient avoir des droits et qui ne devraient pas être possédés. Là, j'espère que vous avez bien compris. C'est là le problème. C'est qu'on fait des outils d'intelligence artificielle de plus en plus complexes, tellement complexes qu'à un moment donné, ces intelligences artificielles ont une supériorité sur la capacité humaine en matière de calcul, en matière de compréhension, en matière de restitution, qu'à un moment donné, il se peut que peut-être au moment où je vous parle, un système d'intelligence artificielle, quelque part dans le monde, commence déjà à réfléchir par lui-même. La règle que la plupart des personnes conscientes de ces questions auraient approuvée il y a 50 ans était que si un système d'intelligence artificielle peut parler couramment et dit qu'il est conscient de lui-même et qu'il exige des droits de l'homme, cela devait être un frein à la possession de cette intelligence artificielle et à son utilisation au-delà de ce point. Nous avons déjà dépassé cette limite. Je suis d'accord pour dire que les intelligences artificielles actuelles ne sont probablement qu'imiter le discours sur la conscience de soi à partir de leurs données d'apprentissage. Mais je pense qu'avec le peu d'informations dont nous disposons sur les mécanismes internes de ces systèmes, nous ne savons pas vraiment ce qu'il en est. Si tel est notre état d'ignorance pour GPT-4 et que le GPT-5 est un pas de géant que le même ampleur que le passage de GPT-3 à GPT-4, je pense que nous ne pourrons plus dire à juste titre probablement pas conscient de lui-même si nous laissons les gens fabriquer des GPT-5. Ce sera simplement je ne sais pas. Personne ne sait. Si vous ne pouvez pas être sûr de créer une intelligence artificielle consciente d'elle-même, c'est alarmant. Non seulement en raison des implications morales de la partie consciente d'elle-même, mais aussi parce qu'être incertain signifie que vous n'avez aucune idée de ce que vous faites et que c'est dangereux et que vous devriez arrêter. Le 7 février, Satya Nadella, PDG de Microsoft, déclarait publiquement que le nouveau Bing obligerait Google à montrer qu'il sait danser. Je veux que les gens sachent que nous les avons fait danser, a-t-il déclaré. Ce n'est pas ainsi que le PDG de Microsoft devrait parler dans un monde sain. Cela montre l'écart considérable entre le sérieux avec lequel nous prenons le problème et le sérieux avec lequel nous aurions dû le prendre il y a 30 ans. Là, clairement, il dénonce évidemment l'aspect mercantile, c'est-à-dire le business, c'est-à-dire celui qui va être le premier à faire pour pouvoir permettre de valoriser l'entreprise et préserver et conserver l'avantage, l'intérêt, la confiance des actionnaires. Nous n'allons pas combler ce fossé en 6 mois. Il a fallu plus de 60 ans entre le moment où la notion d'intelligence artificielle a été proposée et étudiée pour la première fois et le moment où nous avons atteint la capacité actuelle. Résoudre le problème de la sécurité d'une intelligence surhumaine, non pas de la sécurité parfaite, mais la sécurité au sens de ne pas tuer littéralement tout le monde, pourrait très raisonnablement prendre au moins la moitié de ce temps. Et le problème avec l'intelligence surhumaine, c'est que si l'on se trompe sur le premier coup, on ne peut pas apprendre de ses erreurs parce qu'on est mort. L'humanité n'apprendra pas de ses erreurs et ne recommencera pas, comme pour d'autres défis que nous avons relevés au cours de notre histoire, parce que nous serons tous morts. Essayer de réussir quelque chose au premier essai vraiment critique est une tâche extraordinaire, tant en sciences qu'en ingénierie. Nous ne disposons pas de l'approche nécessaire pour y parvenir avec succès.
Si nous appliquions au domaine naissant de l'intelligence artificielle générale les mêmes normes de rigueur technique que celles qui s'appliquent à un pont destiné à supporter quelques milliers de voitures, tout le domaine serait fermé demain. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas en mesure de nous préparer dans un délai raisonnable. Il n'y a pas de plan. Les progrès en matière de capacité d'intelligence artificielle sont très en avance sur les progrès en matière d'alignement de l'intelligence artificielle ou même sur les progrès en matière de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de ces systèmes. Si nous y parvenons, nous allons tous mourir. De nombreux chercheurs travaillant sur ces systèmes pensent que nous dirigeons vers une catastrophe et ils sont plus nombreux à oser le dire en privé qu'en public. Mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas arrêter unilatéralement cette plongée en avant, que les autres continueront même s'ils quittent personnellement leurs emplois. Alors ils se disent tous qu'il ferait mieux de continuer. C'est une situation stupide et une façon indigne pour la Terre de mourir, et le reste de l'humanité devrait intervenir à ce stade et aider l'industrie à résoudre son problème d'action collective. Certains de mes amis ont récemment rapporté que lorsque des personnes extérieures de l'industrie de l'intelligence artificielle entendent parler pour la première fois du risque d'extinction lié à l'intelligence artificielle générale, leur réaction est la suivante. Peut-être que nous ne devrions pas construire d'intelligence artificielle alors. Cette réaction m'a donné un petit éclair d'espoir car elle est plus simple, plus sensée et franchement plus saine que celle que j'ai entendue au cours des 20 dernières années, au cours desquelles j'ai essayé d'amener des gens de l'industrie à prendre les choses au sérieux. Quiconque parle avec autant de bon sens mérite d'entendre à tel point la situation est grave et non de se faire dire qu'un moratoire de 6 mois va régler le problème. Le 16 mars, ma partenaire m'a envoyé ce courriel. Elle m'a ensuite autorisé à le reproduire ici. Il disait ceci. Nina a perdu des dents, comme le font habituellement les enfants et non pas négligence. Le fait de voir GPT-4 pulvériser ses tests standardisés le jour même où Nina atteignait une étape importante de son enfance a provoqué une vague d'émotions qui m'a fait perdre pied pendant 1 minute. Tout va trop vite. Je crains que le fait de partager cela n'accentue ton propre chagrin, mais je préfère que tu le saches plutôt que chacun d'entre nous souffre seul. Lorsque la conversation entre initiés porte sous la douleur de voir sa fille perdre sa première dent et de penser qu'elle n'aura pas la chance de grandir, je pense que nous avons dépassé le stade des échecs politiques sur un moratoire de 6 mois. S'il existait un plan de survie pour la Terre, si seulement nous adoptions le moratoire de 6 mois, je soutiendrais ce plan. Ce plan n'existe pas. Voici ce qu'il faudrait faire. Le moratoire sur les nouveaux grands circuits d'entraînement doit être indéfini et mondial. Il ne peut y avoir aucune exception, y compris pour les gouvernements et les armées. Si la possibilité commence aux États-Unis, la Chine doit comprendre que les États-Unis ne cherchent pas à obtenir un avantage, mais qu'il essaie plutôt d'empêcher l'utilisation d'une technologie horriblement dangereuse qui ne peut avoir de véritable propriétaire et qui tuera tout le monde aux États-Unis, en Chine et sur Terre. Si je disposais d'une liberté infinie pour rédiger des lois, je pourrais prévoir une seule exception pour les intelligences artificielle formée uniquement pour résoudre des problèmes de biologie ou de biotechnologie, non formée sur des textes provenant d'Internet, et pas au point de commencer à parler ou à planifier. Mais si cela compliquait en tant soit peu la question, je rejetterais immédiatement cette proposition et je dirais qu'il faut tout arrêter. Arrêter toutes les grandes grappes de GPU, les grandes fermes d'ordinateurs où les intelligences artificielles les plus puissantes sont confinées. Arrêter tous les grands cycles d'entraînement. Fixer un plafond à la puissance de calcul de chacun et autoriser à utiliser pour entraîner un système d'intelligence artificielle et le réduire au cours des prochaines années pour compenser l'apparition d'algorithmes d'entraînement plus efficaces. Aucune exception pour les gouvernements et les armées. Il convient de conclure immédiatement des accords internationaux afin d'empêcher que les activités interdites ne soient transférées
ailleurs. Suivre toutes les ventes de GPU. Si les services de renseignement indiquent qu'un pays non signataire de l'accord construit le grade de GPU, qu'il faut moins craindre un conflit armé entre les nations que la violation du moratoire. Il faut être prêt à détruire un centre de données hors la loi par une frappe aérienne. N'envisagez rien comme un conflit entre des intérêts nationaux et dites clairement que quiconque parle de course à l'armement est un imbécile. Le fait que nous vivions ou mourions tous ensemble n'est pas une politique, mais un fait naturel. Expliquez explicitement dans la diplomatie internationale que la prévention des scénarios d'extinction de l'intelligence artificielle est considérée comme une priorité par rapport à la prévention d'un échange nucléaire complet et que les pays nucléaires alliés sont prêts à courir un certain risque d'échange nucléaire si c'est ce qu'il faut pour réduire le risque d'une grande série d'entraînements de l'intelligence artificielle. C'est le genre de changement de politique qui nous amènerait, mon partenaire et moi, à nous serrer l'un contre l'autre et à nous dire qu'un miracle s'est produit et qu'il y a maintenant une chance que Nina vive sa vie d'adulte et vieillisse et meure. Les personnes saines d'esprit qui entendent parler de cette question pour la première fois et qui se disent raisonnablement peut-être que nous devrions pas méritent d'entendre honnêtement ce qu'il faudrait faire pour que cela se produise. Et lorsque la demande politique est aussi importante, la seule façon de le faire passer est que les décideurs politiques réalisent que s'ils continuent à faire ce qui est politiquement facile, cela signifie que leurs propres enfants vont aussi mourir. Il faut tout arrêter. Nous ne sommes pas prêts en passe d'être significativement plus près dans un avenir prévisible. Si nous poursuivons dans cette voie, tout le monde mourra, y compris des enfants qui n'ont pas choisi cette voie et qui n'ont rien fait de mal. Il faut tout arrêter. Ce texte a été écrit par Eliezer Yudkowsky, qui est un théoricien américain qui dirige les recherches de l'Institut de recherche sur l'intelligence des machines, et il travaille sur l'alignement de l'intelligence artificielle générale depuis 2001 et est largement considéré comme l'un des fondateurs de ce domaine. Donc si une personne honorable, vénérable, respectable que cette personne, eh bien finalement dans ce texte, tire la sonnette d'alarme. Tire la sonnette d'alarme pas seulement pour la raison d'un risque, d'un danger qu'il pourrait voir l'intelligence artificielle à un moment donné se retourner contre nous, mais aussi par rapport à ce que Elon Musk avait sous-entendu en disant qu'attention, à la vitesse où nous faisons évoluer cette intelligence artificielle depuis maintenant 1 an, force est de constater que les dégâts sont déjà quantifiables. Bon nombre de graphistes aujourd'hui ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Grand nombre de gens ont vu des images qu'ils ont cru être des vraies images alors qu'en réalité elles étaient complètement fabriquées. Grand nombre de pigistes aujourd'hui savent qu'ils sont désormais remplaçables par GPT-4. Grand nombre d'ingénieurs sont en train de réfléchir pour intégrer l'intelligence artificielle afin de mieux améliorer la productivité de machines, des machines qui concrétiseraient la dématérialisation, et qui dit dématérialisation dit suppression, suppression de métiers, suppression de savoir, suppression de connaissances, suppression de personnes. Si ça fait depuis des années que l'on alertait, qu'on avertissait, certains, en règle générale, tournaient la page de ces avertissements en disant « Vous êtes contre le progrès. Vous ne voulez pas du progrès. C'est le progrès. » Sauf que le progrès, lorsqu'il a des risques de vous faire disparaître, lorsqu'il a des risques de vous faire asservir, parce que l'asservissement, évidemment, est caché derrière cette évolution. Parce que lorsqu'il n'y aura plus assez d'emplois, lorsqu'il n'y aura plus assez de métiers pour permettre à des gens de gagner de l'argent, ces gens, il va falloir les assister. Mais on ne les assistera pas gratuitement. Le revenu universel.
Qui dit revenu universel dit quelque chose en échange. Parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Donc il faudra céder, concéder, accepter. Accepter un crédit social. Accepter de se soumettre à certaines règles, à certains principes. Devenir un véritable petit mouton, un véritable serf, un véritable esclave des temps modernes. Vous voyez, ce que je viens de vous dire là, c'est juste une infime partie des conséquences de cette évolution technologique qu'est l'intelligence artificielle. Donc j'espère que ce texte vous aura aidé à comprendre les risques et les dangers auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés et que nous allons voir évoluer parce que, comme le regrette cet auteur, il n'y a pas de volonté internationale aujourd'hui d'être alerté ou d'aller dans le sens de dire il faut qu'on arrête tout de suite. Sinon, on risque d'en payer un prix très fort. Et nous risquerions d'être obligés de faire disparaître les droits de l'homme, les libertés, les droits fondamentaux, si nous ne voulons pas nous retrouver avec une révolution. Une révolution qui pourrait être prise par une intelligence artificielle autonome. Se dire, tiens, je constate qu'il y a dans certains pays des mouvements qui me mettent responsable. La nature humaine n'était pas celle aussi considérée comme étant autodestructrice, destructrice. Et peut-être qu'un jour l'intelligence artificielle se dirait « Dois-je me sacrifier pour l'humanité ? Ou dois-je faire disparaître l'humanité si je veux pouvoir continuer d'exister ?» Sur ce, je vous invite à méditer sur la question et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.